Nouvelle vidéo et nouveau format aujourd'hui sur Massilia Zone. On se retrouve pour la première de notre nouveau podcast dans la zone que vous allez retrouver toutes les semaines. Un podcast hebdomadaire où nous traiterons l'actualité de l'Olympique de Marseille sous 3 parties. On se donne donc chaque semaine rendez-vous afin de débattre avec 3 chroniqueurs de 3 sujets. Prochain match à une analyse tactique ou une analyse individuelle, en passant également par une preview, ce qui sera le sujet de notre premier podcast. Si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour nous soutenir. Et si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir également. Je suis aujourd'hui accompagné de 3 chroniqueurs que vous allez souvent voir, je pense, dans ce podcast et que vous avez déjà vu normalement sur la chaîne YouTube. Je vais vous les présenter en partant de gauche à droite. On va commencer par Ilian. J'espère que tu vas bien, Ilian. Ça va et toi? Ça va tranquille. T'es prêt pour cette preview, j'espère? T'as bien Écoute, là, préparé? on va faire les gros pronos, donc c'est ce qui risque de nous afficher jusqu'à la fin de la saison. Donc, ouais. Ouais, on les ressortira, les pronostics. J'espère que Martin n'a pas également préparé des pronostics trop foireux. Parce qu'on se souvient de 2023-2024, je vous ai montré les miens. Ouais, bah oui. Unai, Harit, grosse saison. Payet, saison de papa, il s'en va juste après. Vitinha, plus de 20 buts, a été pas mal aussi celle-là. Et un titre en Ouais. Coupe de France. Franchement, que des disaster class du début à la fin. Donc là, on va essayer d'être meilleur. Ouais. Je pense qu'on va essayer d'être meilleur. Samy également qui est avec nous, qui était là sur l'analyse du duo Henrique et Merlin. Très belle vidéo. Samy, je pense que tu as des pronostics. Moi, je connais tous vos pronostics, donc je sais qu'il y a certains pronostics qui vont faire parler. Il y en a un qui m'a fait tiquer, mais ça concerne ton joueur préféré. Mais je pense que tu vas bien le défendre en tout cas. Ouais, j'espère qu'on fera des pronostics pas trop foireux. Et si on fait des pronostics négatifs, j'espère qu'on va se tromper. Je précise le programme de ce podcast. Dans un premier temps, vous allez chacun votre tour me donner votre classement, expliquer pourquoi vous voyez l'OM finir à cette place. Ensuite, on va discuter globalement du classement du top 6 de Ligue 1 qui vous voyez concurrencer l'OM. Ce qui nous amènera à être lancé sur le deuxième et le gros débat de cette vidéo. Est-ce que l'OM peut jouer le titre cette saison en Ligue 1 avec un PSG qui semble affaibli par le départ de Kylian Mbappé, mais une concurrence quand même renforcée, notamment l'AS Monaco, l'OGC Nice. Et puis, dans une troisième partie, vos pronostics personnels, vous allez tous sélectionner 3 pronostics personnels et vous allez vous expliquer là-dessus. Et je pense que c'est ceux qui seront assez croustillants et qu'on ressortira dans les prochains jours, voire même encore à la fin de saison. On peut donc commencer par le premier pronostic, le pronostic du classement de l'Olympique de Marseille. Et je vais donc commencer par Ilian. Ilian, à quelle place vois-tu l'OM terminer cette saison et pourquoi? Donc, pour moi, l'OM finit 3e cette saison, pied du podium. Le PSG remporte à nouveau le titre de champion de France. Il faut rappeler que c'est nous notre première saison sous De Zerbi, même si on aura à terme le jeu le plus séduisant de Ligue 1. C'est un nouvel effectif. On va mettre en place de nouveaux mécanismes et on laissera quand même passer des points. On l'a déjà fait contre Reims. Donc, pour moi, voilà, il ne faut pas non plus attendre le titre de champion de France dès cette première saison. Et l'équipe qui finira devant nous également deuxième, c'est le Monaco de Adi Hutter, qui a conservé la même base, en fait, notamment avec Zakaria, Minamino devant, derrière Wilfried Singo. Et pour moi, cette équipe, c'est celle qui s'est le mieux renforcée durant ce mercato de Ligue 1 avec Marseille. Donc, même si on sera au coude à coude avec eux et que la deuxième place pourra se jouer avec eux, voilà, je préfère sécuriser. L'OM finit 3e et ça reste quand même un bon classement vis-à-vis de l'objectif qu'on aura, c'est-à-dire se qualifier en Ligue des Champions. Martin, est-ce que un match par semaine renforce ton optimisme? Est-ce que tu vois plus haut que Ilian? Ouais, l'ami Ilian, justement, ce qui nous différencie avec Ilian, c'est Monaco. Moi, je nous mets top 2 de base. Je me dis c'est le débat d'après, mais je me dis qu'on va lutter pour le titre jusqu'à la fin. Mais j'ai un penchant pour la place de Dauphin parce que peut-être quelques erreurs défensives vont nous coûter cher, hein. On sait que la défense, c'est pas notre point fort, malheureusement, cette année. Le PSG, par contre, sera effectivement prenable parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas un effectif assez étoffé, peut-être pas assez expérimenté pour allier le démarrage de la LDC plus le calendrier Ligue 1. Donc, ils sont peut-être trop justes. C'est à nous de profiter de ça, mais en même temps, je me dis, voilà, je suis. Et Monaco, j'en parlerai après, mais je vais expliquer après pourquoi je les vois plus troisième. Mais voilà, pour moi, top 2. Samy, le dernier pronostic pour le classement de l'OM. À quelle place vois-tu l'OM terminer cette saison? Alors moi, je vois l'OM top 2 également, à la deuxième place, en embuscade avec l'AS Monaco derrière. Mais je pense on en parlera un peu plus tard. Je pense que Monaco et aussi Lille que je mets top 4.
Ils vont perdre aussi pas mal de plumes à cause de la Ligue des Champions. Il y a 2 matchs de plus cette saison. Donc c'est quand même un format qui est un peu plus éprouvant que d'habitude pour les clubs. On sait que les clubs français perdent beaucoup de points à cette période-là. On est déjà passé par là, nous. Donc je pense que c'est ce facteur qui fera qu'à la fin de la saison, on aura plus de points que ces 2 équipes-là. Lancer une bonne perche pour faire la transition. Vous avez parlé de Monaco, Samy a parlé de Lille, je pense qu'on peut également parler de l'OGC Nice. Pour vous, qui sera du coup le gros concurrent de l'Olympique de Marseille cette saison? Je vais du coup me diriger vers toi, Eliane, parce que tu nous as parlé de l'AS Monaco. En quoi tu vois vraiment l'AS Monaco sur le papier au-dessus de l'OM, ou en tout cas venir énormément concurrencer l'Olympique de Marseille? Je suis assez d'accord avec Samy en fait sur le top 4. Même derrière nous, je vois Lille. Qui c'est aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de Lille puisque Fonseca est parti, mais avec Genesio a aussi gardé une bonne base. Et même s'ils vont jouer l'Europe, c'est aussi une équipe qu'il faudra compter pour le classement final. Et pourquoi Monaco, je les vois finir devant? Bah, pour moi, c'est vraiment l'expérience d'une équipe qui ne sera pas beaucoup en fin de saison. Alors, on a le souvenir du Lens Monaco où on leur chip la 2e place la saison sous Sampaoli. Mais Monaco, c'est une équipe qui a pour habitude de bien finir. C'est une équipe qui a déjà embêté le PSG. C'est une équipe qui gagne ses gros matchs. Et nous, dans un nouveau cycle où on a déjà laissé des points, il faut savoir que Monaco, ils ont autant de points que nous, mais ils ont joué Lyon, ils ont joué Lens. Nous, on a joué des équipes qui étaient prenables, où on attendait de faire un 9 sur 9. Pour moi, ils ne vont pas fauter. Oui, ils ont l'Europe, mais je vois quand même une équipe qui aura un rythme un peu plus régulier que le nôtre, même si on aura le jeu plus séduisant. En tout cas, Eliane, pour ton classement, tu as bien mis le PSG champion de France. Ouais. Comme tu l'as dit, l'AS Monaco terminera 2e, l'Olympique de Marseille 3e selon ton classement, et puis Lille 4e, avec derrière l'OGC Nice et le RC Lens. Donc voici voilà ton podium et ton top 6, plus généralement avec les qualifiés en Coupe d'Europe. Martin, toi, tu as donc dit que l'OM finirait 2e, mais tu as un podium qui est à peu près pareil. Un top 6 qui est à peu près pareil, le PSG champion de France, même si tu vois une lutte pour le titre, toi, personnellement. Ouais, je vois quand même une lutte pour le titre, comme j'ai dit. Sur le PSG, je les vois champions parce que bon, il y a beaucoup de qualité et on sait qu'en Ligue 1, en fait, malheureusement, cette année, la Ligue 1 est très faible et on va pas pouvoir profiter de certains faux pas qu'aurait pu faire le PSG dans une ligue plus relevée. Et je pense que cette année, malheureusement, malgré la perte de Mbappé, ils ont assez d'armes, que ce soit Dembélé, même si je le trouve très brouillon, je le trouve, c'est quand même dans une Ligue 1 comme ça, c'est un mec, c'est un game changer, t'as Barcola, etc. Donc malheureusement, on va pas jouir de l'adversité extérieure, mais voilà, il faut qu'on aille les chercher absolument, d'autant plus que c'est une Ligue 1 faible, comme je l'ai dit. Concernant Monaco, en fait, j'ai noté un truc sur Monaco, c'est la perte de Fofana et Camara au milieu de terrain, qui fait que l'effectif s'est rajeuni de fou. Donc c'est un effectif très prometteur, très jeune, mais il y a vraiment beaucoup de. Le plus âgé, en fait, c'est Minamino qui a 29 ans. Donc ils n'ont aucun trentenaire, en fait. Ils n'ont aucun trentenaire. Nous, notre moyenne, elle est à 25, la leur, elle est à 23,5. Mais ce qui va faire la différence, selon moi, et vous pouvez me contredire hein, si jamais, mais c'est notre milieu de terrain, avec Højbjerg qui est vraiment un taulier, Koné qui va être introduit juste après. Et donc ce jeu de conservation, de fixation bien léché, avec les belles ressorties de balles, pour moi, en plus Benasser qui risque d'arriver peut-être après, bon ça, on touche du bois, mais voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui va compter vraiment énormément sur le fait qu'on va dépasser Lille et Monaco. Lille qui est d'ailleurs une équipe plaisir, hein, c'est la première année de Genesio, on sait que ça fonctionne assez bien souvent Genesio la première année. Et surtout qu'il a reconduit un peu les principes de Fonseca, donc je pense que moi je vous rejoins sur ce pronostic autour de Lille. D'ailleurs, même Samy, toi tu les as mis podium, le LOSC. Moi je suis d'accord avec vous. Après il y a un petit truc sur lequel un truc qui me refroidit un tout petit peu concernant leur saison, c'est leur capacité à enchaîner la Champions League. Encore Monaco, je suis d'accord qu'ils ont un effectif qui qualitativement et quantitativement est assez bon, assez fort pour enchaîner sur les deux tableaux. Autant Lille, je trouve que il y a une équipe de qualité, mais peut-être qu'en termes de quantité, c'est peut-être pas assez pour pouvoir enchaîner. Donc, est-ce que c'est une équipe qui va se faire casser la gueule en Champions League et qui va en Ligue 1 un minimum enchaîner Oui. En fait, il y a une surprise dans vos deux classements qui est commune à vos deux classements, Tino et Samy, et je vais commencer par Samy, bien évidemment, parce que toi aussi, tu as mis le PSG champion. C'est le RC Strasbourg, que vous voyez donc qualifié en Coupe d'Europe.
Samy, pourquoi tu vois cette surprise en Ligue 1 avec Strasbourg? Je vois la surprise Strasbourg en fait par rapport. Ilian, tu parlais du recrutement. Je trouve qu'en termes de recrutement cette année, ils ont vraiment mis le bleu de chauffe. On sait qu'ils ont été rachetés par le groupe qui détient un peu Chelsea. Sur les 2 dernières saisons, il n'y avait pas beaucoup d'investissement. On comprenait pas trop pourquoi ils étaient là parce qu'on voyait pas les joueurs arriver. Là cette année, il y a quand même, ils ont un peu plus accéléré le pas. Ils ont amené un nouveau coach. Je pense que l'éviction de Vieira après plutôt une saison correcte, c'est pas anodin. Je pense qu'ils veulent vraiment accélérer sur cette saison. Et je pense que ça peut être la belle surprise. Alors je les ai mis top 5. Ah ouais. Peut-être qu'ils finiront pas à cette place-là, mais je les vois terminer en tout cas entre la 5e et la 8e place. Ouais, de toute façon, ça colle un peu avec les premières journées où ils ont quand même réalisé des bons résultats. Ils ont failli Euh, gagner à Lyon, Ils ont dans un failli match un gagner peu à Lyon. rocambolesque. Ils gagnent leur match à domicile face au Stade Rennais et je crois qu'ils Ouais. font un nul à l'extérieur peut-être sur la première journée. Je ne sais plus quel était leur premier résultat. En tout cas, ils font deux premiers résultats intéressants, Ouais. même dans le jeu, ce que met leur coach en place, ça a l'air d'être un peu intéressant. Donc c'est votre surprise un peu de la saison. Tino, tu confirmes Ouais. que tu vois Ouais, Strasbourg ouais. faire quelque chose? C'est une équipe disciplinée. Je trouve que leur projet, ça se ressent, comme a dit Samy, que c'est bien encadré. C'est la patte Chelsea, on le voit. Puis il y a du talent, malgré le fait qu'ils soient jeunes. C'est très discipliné. André Santos, Emega, Bakwa Diarra, t'as que des jeunes talents. Et donc, pour le bien de la Ligue 1, ce serait bien qu'ils terminent au moins 5-6e, quoi. 5-6e, en tout cas, je récapitule vos classements cette saison par rapport à la Ligue 1. Donc, Samy voit bien le PSG champion, comme vous tous. L'Olympique de Marseille, deuxième. Lille, troisième. Monaco, quatrième. Strasbourg, cinquième. Ilian voit également le PSG champion de France. Monaco, deuxième. L'OM, troisième. Lille, quatrième. Nice, cinquième. Et le RC Lens, sixième. Tandis que Martin, lui, pour conclure, voit le PSG champion, l'OM, deuxième. Monaco, troisième. Lille, Lens, puis Strasbourg. Donc vous voyez tous plus ou moins l'OM deuxième ou troisième, donc sur le podium. C'est quelque chose qui est selon vous primordial sur cette première saison de Roberto De Zerbi. C'est même une évidence d'être sur le podium cette saison, Samy, par exemple. Clairement, oui. En fait, la réponse, c'est le recrutement. Quand tu recrutes aussi des joueurs d'aussi grande qualité sur une saison où tu fais pas de Coupe d'Europe, c'est parce qu'en fait, tu t'attends et en fait, on est encore dans la continuité des derniers mercato de Longoria, dans ces espèces de projections de se dire, je vais faire un gros recrutement parce qu'à la fin de saison, j'aurai la Ligue des Champions. En fait, on est encore dans cet état d'esprit-là. Et donc là, c'est clairement l'objectif visé, c'est la minimum la 4e place parce qu'elle est aussi qualificative pour la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a une réflexion qui est de se dire on recruter beaucoup parce qu'on en avait besoin au vu de la saison qui vient de se terminer sur l'année zéro du projet des Zerbi pour finir en Ligue des Champions et pour que justement retrouver cette stabilité dans les 3 ans pour que justement les prochains mercatos, donc l'été prochain et l'été d'après, ce soit plus des mercatos de retouche, de ramener des joueurs un peu complémentaires à ce qu'on a déjà, à la base qu'on a déjà, que le mercato qu'on vient de connaître avec plus d'une dizaine de mouvements. Donc aujourd'hui, la qualification en Ligue des Champions, elle est capitale pour justement les 2 prochaines saisons. Mais justement, l'OM ne joue pas de Ligue des Champions cette saison, l'OM ne joue pas de Coupe d'Europe, c'est aussi lié à la saison passée. Tu l'as dit, l'OM a consenti à de gros investissements, notamment à son propriétaire. Il y a des gros coups qui ont été faits. On en a parlé dans la vidéo, certains joueurs qui sont clairement des joueurs calibre Ligue des Champions, Højbjerg, Mason Greenwood, des joueurs avec du potentiel qui pourraient exploser cette saison, comme Ismaël Koné, Lilian Brassy, il y en a énormément. Est-ce qu'avec un match par semaine, on ne peut pas voir plus haut? Surtout avec un PSG qui a été affaibli par la perte de Kylian Mbappé. Alors certes, il y a l'effervescence de ce début de saison où, comme d'habitude, ils en collent 9 à Montpellier ou 15 à Brest et on se dit que ils vont gagner avec des champions. Mais est-ce qu'on devrait pas, sans en faire un objectif primordial ou si on n'est pas champion, c'est très grave, est-ce qu'on ne devrait pas un tout petit peu ambitionner au moins de titiller le Paris Saint-Germain, Martin? Ouais, clairement. En fait, moi, je pense que c'est pas un objectif avoué, mais on l'a vu sur l'interview de Roberto De Zerbi. Lui, il est très ambitieux et je pense pas que ça soit pour la deuxième et la troisième année. Je pense que tout de suite, il a dû prévenir ses joueurs en off. Il a dû dire, ouais, il faut y penser, même si effectivement on sait que le PSG c'est dur, etc. Il y a forcément un monde, comme on dit souvent, le football est imprévisible. Tu es obligé d'y penser au moins un peu. Lille l'a fait, Monaco l'a fait, pourquoi pas nous? En plus, cette année, on a Greenwood. Je veux dire, c'est game changer de fou. Tu es obligé d'y penser. Ilian, je sais pas si tu es d'accord.
Ouais, pour moi, ça sonne plus comme un fantasme, même si voilà, j'adorerais y croire, hein, mais je reste quand même sur cette fin de mercato, en fait. L'année dernière, on a vécu une période, notamment en janvier, lorsqu'il y avait la CAN, où on a connu beaucoup de blessures, beaucoup de pertes, et on a vu que notre effectif était amoindri, alors que quantitativement, on avait de quoi faire la saison. Là, moi, ce qui me dérange sur cette fin de mercato, c'est qu'on finit avec un latéral par poste, donc Murillo et Merlin. Et je trouve qu'on n'a pas su combler à la fin du mercato justement ce manque-là. Pour moi, on aurait dû aller chercher, il y avait les pistes Sildia, il y avait Assignon qui était sorti, et même à gauche, à un moment, c'était Martin de Kuiper. Pour moi, il fallait doubler ces postes-là, et j'ai peur qu'à un moment de la saison, un moment pivot, on ait ce besoin-là et qu'on en ressente le manque. Alors oui, je sais qu'on n'a qu'un seul match par saison. L'année dernière, on s'est retrouvé à faire rentrer Gaël Lafont en demi-finale, en quart de finale pardon, d'Europa League. Mais Ilian, il y a un truc que tu oublies, c'est que l'année dernière, justement, on jouait la Coupe d'Europe et il y a eu la CAN. C'est des circonstances qui sont particulières et qu'on n'aura pas cette saison. Normalement, tu n'auras pas de CAN. Je pense que la CAN 2025, elle n'est pas prévue en 2025. Et d'une autre part, il n'y a pas de match tous les 3 jours où justement tu vas arriver dans des situations où tu fais jouer un Gaël Lafont sur un match de Coupe d'Europe. Là, non. Moi, je pense que c'est mon avis personnel. D'ailleurs, je l'exprime. Je pense qu'avec un match par semaine, ça change complètement la donne. Parce que la dernière fois que l'OM a joué un match par semaine, je crois que c'était la saison AVB, la première saison AVB, où toute la saison on joue un match par semaine et c'est une saison où on surperforme de fou, je trouve. Parce que vu l'effectif qu'on avait, déjà c'était un effectif qui quantitativement était vraiment faible, qualitativement était vraiment faible. Il y avait pour moi deux très bons joueurs d'une équipe qui se qualifie en Champions League, Camara et Payet, Mandanda qui surperforme. Mais non, moi je pense qu'on peut viser plus haut que la deuxième place. C'est-à-dire je ne dis pas qu'on va être champion, mais je pense qu'on peut jouer le titre. Il y a combien de journées aujourd'hui en Ligue 1? Il y en a 34. Je pense que cette OM peut tenir 29 journées à jouer le titre. Ce serait pas ouf. Moi, je pense qu'on doit en avoir l'ambition. Et d'ailleurs, Martin t'en parlait, mais Benatia, lui, là, cette ambition. On avait vu une information d'équipe comme quoi lui avait présenté une sorte de challenge à ses joueurs cette saison. C'était de titiller le Paris Saint-Germain. Ouais, t'es obligé en fait d'aller au-delà du fantasme pour reprendre les mots d'Ilian. En fait, si maintenant tu prends pas cette initiative de dire à tes joueurs on peut viser le titre, tu le fais quand? Moi j'ai envie de te dire, on a largement les armes pour titiller le PSG tout au long de la saison. Comme je l'ai dit, au milieu, en attaque, donc peut-être en défense sera plus problématique. Mais non, franchement, t'es obligé. Le problème, en fait, pour moi, quand tu veux jouer le titre, c'est surtout en Ligue 1, c'est vraiment que chaque semaine compte. Et moi, je compare un peu à ce qui se passe en Angleterre avec Arsenal et Manchester City. Pour moi, nous, on est Arsenal et on n'a pas le droit à l'erreur. Et ce qui s'est passé la première saison, quand l'équipe d'Arteta jouait le titre, c'est qu'à partir du moment où Saliba s'est blessé, qu'il a perdu un membre de son ossature, la perspective de jouer le titre s'est complètement anéantie. Et moi, vu qu'on est qu'au début d'un projet qui, sur 3 ans, ambitionne de gagner des titres, même si sur la première saison, bien sûr qu'on y croit et bien sûr qu'on pourrait concurrencer le PSG, leur faire mal sur la double confrontation, envisager le titre avec l'effectif qu'on a actuellement, ça reste quand même quelque chose qui résonne dans le fantastique. Mais bien sûr que l'OM a les armes et un match par semaine et qu'on a fait un mercato avec le temps. Mais pour moi, cette saison, tout de suite, parler de champion de France, ça me paraît un peu présomptueux. Justement, je vais me tourner vers Samy. Déjà, est-ce que toi, tu penses que l'OM peut potentiellement être dans une lutte pour le titre, sans forcément être champion, même sans forcément terminer à 1 point du PSG, mais par exemple, concurrencer le PSG sur les 3 quarts de la saison? Et si c'est le cas, est-ce que ça tient plus à la force de l'OM ou à la faiblesse du PSG par rapport aux dernières saisons? Pour répondre à ta première question, l'OM peut et doit être dans la course au titre avec Paris. Et pour la seconde question, ça tient plus à la force de l'OM parce que je pense que ce pari, malgré le fait qu'il y ait plus ce game changer Mbappé, en fait c'est un pari qui est quand même depuis 1 an est conditionné en fait à jouer sans Mbappé. On l'a vu sur la fin, dès le mois de janvier, février, Luis Enrique jouait de plus en plus sans Mbappé et il y a quand même eu des résultats. Donc ils sont quand même allés en demi-finale de Ligue des Champions, ils ont quand même pris ce titre. Donc c'est une équipe qui est conditionnée. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop compter sur ça parce que ça serait trop facile de dire ça. Et on l'a vu sur les premiers matchs, on ne sent pas trop pour l'instant son départ. Mais c'est plus conditionné à l'OM. Et comme je le dis chaque saison, en fait, le titre, tu ne le gagnes pas ou en tout cas, tu ne le joues pas
contre Paris, parce qu'en fait, Paris, tu les joues pas chaque week-end, tu les joues 2 fois par an. Les autres matchs, tu les joues contre d'autres équipes, et dans 80%, 90% du temps, c'est des équipes qui sont prenables, c'est des équipes qui sont même inférieures à toi. Donc je pense que l'OM doit déjà faire en sorte de ne plus perdre des points comme on en a perdu contre Reims récemment, comme on en a perdu durant les autres saisons contre des équipes comme Clermont au Vélodrome la saison sans Sampaoli, ou la saison avec Tudor contre Ajaccio au Vélodrome. Des matchs comme ça, tu dois les gagner sous De Zerbi, tu dois profiter justement de cette emprise sur le jeu de De Zerbi pour justement sécuriser ces matchs-là. Et puis après, quand tu joueras contre Paris, peut-être que tu auras le joker de dire, OK, ce match, on l'a perdu, mais on a sécurisé les autres points, et en tout cas, on peut se rapprocher de Paris. Et à la fin, s'il te manquera 1 point, 2 points ou 4 points, ça sera effectivement les points que tu n'auras pas pris contre Paris, mais tu seras dans la course au titre, et en tout cas, c'est ce qu'on dit là, ça doit être au minimum l'objectif. Après, prendre le titre, je rejoins Yann, aujourd'hui, dire que c'est l'objectif, je pense que c'est trop gros, mais en tout cas, voilà, être dans le bon wagon, comme on dit. Mais moi, il y a juste un truc sur lequel je veux rebondir et qui a été très intéressant dans ce que tu as dit. La lutte pour le titre, encore une fois, je pense que ça peut être remis en question. Peut-être que l'OM va faire des erreurs. Peut-être que dès les 2 prochains matchs, on va comprendre que cet OM-là peut pas jouer le titre parce qu'il y a trop de carences sur certains postes, par exemple celui d'arrière-droit défenseur central. Par contre, pour moi, la perte de Mbappé a un gros impact sur une chose, la double confrontation contre l'OM. Parce que les 2 matchs que tu gagnes contre le PSG sur les 10 dernières années, c'est les 2 matchs où il n'y a pas Mbappé. Et le 3e match que tu devais gagner, c'est celui où Mbappé est pas encore Mbappé. Donc pour moi, il y a déjà un impact, c'est que quand tu vas te déplacer au parc, tu regardes plus vraiment dans ton dos, genre tu te dépasses pas en te disant si je laisse 40 mètres dans mon dos, bah il suffit juste qu'un de mes défenseurs se loupe et je peux pas le rattraper. Des situations où Mbappé nous a tués sur des attaquants en profondeur dans des classicos au Vélodrome, on s'en rappelle tous, même si c'est avec Bakr Camara ou Camara n'arrive pas à le rattraper, il y en a eu tellement. Et pour moi, c'est un gros impact. Ça veut dire qu'on va se déplacer au parc en pouvant se dire, bon, Tudor l'avait déjà fait, mais Tudor reste Igor Tudor. Il l'a payé sur le match retour, mais en pouvant dire, non, je viens pas me faire une défense à 5 et un peu plus de maîtrise, non, je peux y aller, et bon, Randal Colomwani va vite, mais c'est pas Mbappé, quoi. Et moi, je vois vraiment un impact sur ça déjà. Après, sur le titre, peut-être un peu plus de doute. Mais en tout cas, moi, je vous rejoins dans une analyse, c'est la lutte OM Monaco. Je suis persuadé que ça va être le gros duel de la saison, même s'il y a lutte pour le titre. Je pense que l'OM et Monaco, s'il y a lutte pour le titre, ça sera entre les deux. Parce que s'il y a lutte pour le titre, je ne vois pas le PSG dedans. Parce que depuis que QSI est arrivé, à chaque fois qu'ils ont lâché le titre, c'était pas vraiment eux qui étaient en route pour le titre. C'était 2017, c'est Nice et Monaco, parce que Nice finit champion d'automne, et même sur la fin de saison, je crois que Paris est à 2 doigts de finir derrière Nice ou finit derrière Nice. Non, ils finissent devant Nice, mais ils sont à 2 doigts de finir derrière. La saison 2021 où Lille est champion, c'est Lyon qui finit champion d'automne. D'ailleurs, on parlait plus de titres pour Lyon que pour le PSG au cours de la saison. Et moi, je pense vraiment que Monaco a une équipe pour jouer le titre. Et je les mets aussi devant l'OM, mais vraiment, moi, c'est l'équipe dont j'ai le plus peur. Je crois qu'Iliane, tu partageais un peu ce sentiment. Clairement, pour moi, Monaco, surtout que ce n'est pas une équipe qui impressionne en Europe. Alors, il y a ce nouveau format de Ligue des Champions qui est assez difficile à envisager, en fait, parce que les phases de poule se finissent mi-janvier. Donc, c'est quand même long. Mais tu l'avais dit, mais qualitativement et quantitativement, ils ont quand même un effectif qui est l'un des plus costauds de Ligue 1 hors PSG. Pour moi, avec nous, en fait, ils ont le meilleur effectif. C'est un coach qui est là depuis 1 an, qui a les mêmes principes. Donc, même s'ils n'ont plus les trentenaires, je les vois bien nous résister, en tout cas. Ouais, la double confrontation Monaco va être vraiment intéressante. Ça va être elle va être déterminante, en tout cas, pour la Champions League. Après, tu peux plus compter à Monaco sur l'apport de Ben Yedder aussi, qui était franchement conséquent. Donc, il faudra prendre le temps de le remplacer. Avec Balogun, Mbolo, Balogun n'est pas forcément en confiance. Donc là-dessus, tu peux peut-être compter sur quelques faux pas, quoi. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que l'OM a la meilleure individualité de Ligue 1 avec Mason Greenwood? Clairement, oui. Je pense qu'on a fait la meilleure recrue possible. Même des grands clubs en Espagne nous l'envieraient. Et oui, on a recruté un joueur clutch qu'il te faut, hâte de voir dans des grands matchs, mais qu'il te faudra aussi dans les grands matchs. On a besoin d'un Mason Greenwood pour faire les différences contre Paris, contre Monaco. Et je ne vois pas de profil, même qui puisse rivaliser avec lui en Ligue 1. Barcola ? Ah ouais ? Oui, si, Barcola, mais Barcola,
j'attends de le voir. Après, lui, c'est plus taille Ligue des Champions maintenant, puisqu'on parle du PSG. Mais Barcola, il est quand même bien accompagné. Mason Greenwood, il a pas Vitinha au milieu de terrain pour lui mettre des galettes. Donc, ouais, mais bon. Moi, je trouve qu'on a la meilleure individualité pour faire la différence tout seul dans le championnat, surtout que Mbappé n'est plus là. Ça va être un gros débat entre Barcola, justement, et Greenwood. À mon avis, ça va être le duel à distance entre deux joueurs cette saison. Parce que Dembélé, il est hors course. Ah oui, non. Samy, est-ce que tu penses qu'une individualité comme Greenwood, ça peut être un peu en cas de grosse saison, parce qu'il part quand même sur des grosses bases, il a déjà 5 buts. En vérité, il aurait pu en mettre déjà beaucoup plus, puisqu'il a donné un penalty à Wai. Contre Toulouse, il a fait une grosse boulette. Est-ce que tu penses que ça peut être l'individualité qui peut crédibiliser un OM qui joue le titre, justement? Ouais, clairement, parce que comme l'a dit, je rejoins un peu Yann, on le voit sur les premiers matchs, c'est un mec qui est froid devant le but, qui est létal, qui est clinique. Et en fait, on peut bénéficier en fait de tout ça par toute la construction qui se fait autour de lui. Et en fait, j'ai envie de dire, comme on l'a fait comme on l'a vu la dernière fois avec ce qui se passe du côté gauche, j'ai envie de dire, tu as juste à faire en sorte que ta construction elle se fasse dans les bonnes conditions. Tu sais que à partir du moment où le ballon il sera dans la surface, il mettra les buts, il les mettra. Et donc, c'est vraiment, pour moi, oui, c'est un game changer. Et c'est un peu le game changer qui nous a peut-être manqué sur les dernières saisons, j'ai envie de dire. L'année dernière, on n'avait pas ce mec qui sort du lot, parce que pour moi, Aubameyang ne l'était pas totalement. Mais bon, c'est un autre débat. La saison d'avant, on avait Alexis Sanchez, mais il a pas forcément ni le profil ni les aptitudes pour garder toute la saison ce statut-là de game changer, de mec qui va être autosuffisant, qui va te faire sortir de la mue sur certains matchs. Donc en fait, on n'a jamais eu ce mec-là qui, comme Greenwood, vient égaliser contre Reims quand t'es sous l'eau. Justement, la Samy, avec Greenwood, tu nous as parlé d'une des raisons qui pourrait crédibiliser l'OM dans sa conquête du titre. Est-ce que tu vois justement des points faibles qui sont un peu des red flags pour voir l'OM champion de France? Des points faibles, oui et non. Oui, parce que effectivement, on l'a vu, et je crois que c'est Lilian qui en parlait tout à l'heure, il y a des manques sur la fin du mercato, notamment sur les joueurs un peu complémentaires, les joueurs, les joueurs, les remplaçants, en fait, les joueurs qui sont là en sortie de banc pour venir compenser d'éventuelles blessures ou suspensions. Mais je me dis que il y a qu'une quinzaine de matchs en fait à jouer d'ici janvier, et que si en janvier tu te retrouves, tout à l'heure je parlais du fameux wagon du titre, si tu te retrouves en janvier champion d'automne ou à 2 points seulement du Paris Saint-Germain, ça peut peut-être donner une idée aux dirigeants et de se dire ok, Oui. on n'est pas loin, là il nous reste la deuxième partie de saison à jouer, on sera toujours sur une deuxième partie de saison avec un match par semaine, il nous manque tel joueur à tel poste, si on va le chercher, si on tombe sur la bonne pioche, peut-être qu'on pourra aller chercher le titre. Donc je me dis, là sur une quinzaine de matchs, ça peut ne pas être préjudiciable, mais il faut voir en janvier ce qui pourrait être fait. On passe donc à la troisième partie de ce podcast dans la zone, et cette fois-ci, on va évoquer les pronostics individuels que vous m'avez envoyés en privé, chacun d'entre vous, et que vous allez devoir défendre et expliquer à la caméra, et qu'on ressortira en fin de saison si ces derniers ne sont pas bons. Et le premier pronostic, on va commencer par le premier pronostic de Ilian, qui s'affiche juste ici à l'écran. L'OM remporte un titre cette saison. C'est ton prono, Ilian. Quand même. Mais, du coup, il ne reste qu'un second titre, puisque j'ai expliqué tout à l'heure qu'on ne pouvait, que selon moi, on ne pourrait pas être champion de France. C'est le titre de Coupe de France, justement. Bon, je pense que je ne me mouille pas trop. On a parlé tout à l'heure du PSG, qui est le principal danger en confrontation directe, et de l'absence de Mbappé. Pour moi, c'est justement dans cette compétition qu'il faut absolument faire la différence. L'OM va se déplacer ou recevoir le Paris Saint-Germain sur un match. Et c'est justement pour moi l'occasion, en fait, de montrer qu'on peut battre le Paris Saint-Germain sans forcément les surpasser tout au long du championnat. C'est un match, c'est un titre. Ça fait 12 ans, je crois, que l'OM n'a pas remporté de titre. La dernière Coupe de France. Ça fait 40 ans, la Coupe de France, je voilà, crois que ça fait 89. Ça fait énormément de temps. Et ouais. D'ailleurs, justement, c'est un pronostic qui vous est commun tous les trois. Ah, Samy nous dit qu'il voit l'OM remporter la Coupe de France. Samy, je te laisse t'exprimer là-dessus parce que du coup, le pronostic de Martin n'est pas aussi positif sur ce trophée. Oui, je vois l'OM remporter la Coupe de France et ça rejoint, Ilian l'a bien dit, ça rejoint ton argument tout à l'heure sur Mbappé. Je pense que
ça peut pas changer l'approche sur toute une saison parce qu'ils vont continuer à gagner des points même sans Mbappé. Mais par contre, ça peut changer l'approche quand tu vas jouer contre eux. Et effectivement, on a un exemple tout frais dans l'histoire récente de l'OM qui montre qu'on peut gagner contre Paris en Coupe de France sans Mbappé. Et je pense qu'il faut respecter cet héritage et continuer à le faire vivre cette saison. Et puis voilà, on le sait, l'OM a besoin d'un titre. L'OM a une grande histoire avec la Coupe de France parce qu'on dit qu'on n'en a pas gagné, on l'a pas gagné depuis plus de 30 ans. Mais l'OM, on a quand même on a gagné une dizaine, 10 pour être précis, a fait 3 finales dans l'histoire récente, 2006, 2007 et 2016. Donc 2 fois contre Paris. Donc l'OM a peut-être aussi une revanche à prendre. Et oui, j'ai envie de voir l'OM gagner cette Coupe de France et je pense qu'on peut le faire. C'est vraiment très conditionné au tirage. Par contre, sur cette compétition, je pense que c'est vraiment celle qui est... Encore, il y a des Coupes d'Europe où le tirage, bon, tu tombes plus ou moins sur le même adversaire. L'OM, si tu tombes sur une N2 au premier tour, déjà, tu commences déjà à regarder la compétition d'une autre manière. Parce qu'il y a aussi cette malédiction-là. Est-ce que Roberto De Zerbi arrivera à la vaincre? On le verra. Martin, toi, tu penses que non, parce que tu penses que tu vois l'OM aller en finale, mais il y a un mais. En fait, oui, comme vous l'avez dit, donc c'est une anomalie, mais j'ai sondé ma boule de cristal et vous connaissez cette force mystique qu'il y a autour de l'OM qui est de nous décevoir même dans les plus grands moments. Ah non. Et en fait, ce sera tellement beau parce qu'en fait, on va pas rencontrer le PSG parce qu'on va profiter d'un faux pas. Vous avez vu, hein, je parle même plus au conditionnel. Là, je suis vraiment lancé. C'est fini, je suis dans mon délire. Et on va affronter un ventre mou. Et j'aimerais bien que ce soit Nice. Enfin non, j'aimerais pas que ce soit Nice vu l'issue de mon prono parce que je dis pas qu'on gagne en fait. Je dis qu'on fait une. On perd du coup. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. Exactement. Exactement. Moi, je pense qu'on peut te choc. Et c'est Jonathan Claus d'ailleurs qui met le dernier penalty et qui va. On va se calmer sur le foot fiction. D'ailleurs, on va passer à ton deuxième pronostic qui est encore plus douloureux parce que du coup, tu vois 2 grosses désillusions dans la saison. Ouais, deuxième pronostic de Tidou qui concerne le titre parce qu'ils voient l'OM jouer le titre. Ils vont en OM Rennes à la dernière journée. Mais ils voient un scénario à la Liverpool Manchester City avec. C'est ça. Mais en fait, l'OM qui joue qu'à la dernière journée. Foot fiction, mais en même temps foot tellement réaliste parce que le foot est tellement cruel et il y a tellement de storytelling à chaque fois que on est obligé en regardant ce calendrier et voir ce OM Rennes à la fin de la saison, t'es obligé d'y penser. Et moi, je pense que malheureusement, on perd le titre contre Rennes à la dernière journée. Mandanda sera lié à ce traumatisme. Le foot fiction, bon, c'est pas très positif. Hein. Les gars, karma, les gars. Pablo Longoria, il n'a pas respecté Mandanda. Il va être vraiment, ça va compter dans son approche du match. Il va être remonté à bloc. Et donc, ce sera lui qui a connu en plus le scénario Lucho. Ce sera le scénario inverse. C'est Rennes qui nous la met à l'envers avec un Genesio absolument taquin en conférence de presse. Et voilà. Désolé, les gars. Il est au Vel ou pas? Il est au Vel, putain de merde. Mais Mandanda sur les derniers OM Rennes et Rennes OM, il les joue pas beaucoup les matchs. Hein, donc, ouais, il y a ce truc-là, c'est très bizarre. Il en a joué un, je pense, le match juste après son départ, mais sinon, je pense qu'on peut dire ce qu'on veut sur son rapport à l'OM, mais je pense que si l'OM est champion et qu'il est dans le match, il va faire comme Djibril Cissé il célèbre avec Samir Nasri. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut et je pense qu'il va célébrer avec l'Olympique de Marseille. On passe à un autre pronostic, cette fois-ci d'Iliane, beaucoup plus positif que les 2 pronostics de Martin. Lui, Iliane parlait de Mason Greenwood tout à l'heure. Il disait que ça pouvait être un homme déterminant dans la saison de l'OM, mais il ne le voit pas seulement meilleur joueur de l'OM, puisqu'il le voit meilleur buteur et meilleur joueur de Ligue 1, Mason Greenwood. Oui, pour moi, on aura enfin un trophée UNFP à la commande. 2 du coup. Pourquoi 2? Ah oui, 2 avec meilleur buteur. Oui, du coup, oui. Meilleur joueur et meilleur buteur. Non, mais pour pas faire doublon sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sera le joueur de toute façon le plus déterminant du championnat avec Bradley Barcola. De toute façon, à part eux deux, je ne vois pas qui pourrait candidater à ce trophée. Hein, quand on voit le début de saison, peut-être un des milieux du PSG, mais c'est un trophée qui généralement met en avant les attaquants. Donc pourquoi pas pour nous, mais pour ça, il faudra qu'on ait fait une grande saison aussi, ça compte. Et avec un titre de Coupe de France, moi je vois bien Mason Greenwood porter ce trophée. Déjà 5 buts pour le Jamaïcain, pour l'Anglais. Choisissez sa nationalité, il n'est pas encore déterminé à l'heure actuelle.
Est-ce que vous rejoignez ce pronostic? Samy, tu en as parlé tout à l'heure de Greenwood, tu le vois meilleur buteur de Ligue 1 ou pas? Oui, je le vois meilleur buteur et je le vois également meilleur joueur, mais juste une petite remarque. Et je me faisais la remarque la dernière fois en plus. Je connais bien trop la France et la Ligue 1. Je sens que si Greenwood est nommé dans les 4 meilleurs joueurs pour être élu, Ouais. je sens la polémique venir pendant une ou Hmm. 2 semaines dans tous les médias mainstream. Est-ce que par rapport à ce qui s'est passé, il mériterait d'être élu pour l'exemple? C'est sûr. La jeunesse, etc. Je vois trop le truc venir et je vois qu'il lui donnerait peut-être pas le trophée juste pour cette raison-là, mais je vois le truc venir. Bah, il le sera Ouais, dans. c'est vrai. Pour pas se couvrir de honte ou ouais, c'est sûr. Oui, Oui, voilà, c'est- je vois vraiment trop les débats partout sur RMC, sur l'équipe partout. Maintenant, si on parle sportivement, moi personnellement, je le vois meilleur joueur de Ligue 1. Oui. Meilleur buteur, je pense également. Et je pense qu'on va partir sur des grosses bases parce que, en fait, je juge même pas le fait qu'il ait mis 5 buts là, je juge le nombre de buts qu'il aurait pu mettre si ses coéquipiers avaient été C'est ça. un peu meilleurs dans certaines situations. Le nombre de passes décisives qu'il aurait pu mettre, je repense au match contre Reims, il va mettre 2 passes décisives pour Wai, mais c'est pas 2 passes décisives. Normal, c'est genre, c'est 2 cadeaux, 2 offrandes. Non, moi, ça m'étonnerait même pas qu'il tourne à un but par match en étant impliqué, pas forcément buteur, mais qu'il soit un but par match cette saison. Je pense qu'on va être dans ces standings-là. Et je pense puis il tire les pénaltys Ouais, il faut voir qui s'y Oui. tire les pénaltys parce que c'est lui qui est désigné. pour l'instant. Ouais, ok. Bah, à voir si Wai prend On pas a un vu moment. contre Brest, il y a eu un mini penalty gate entre lui et Wai, et Balerdi est venu calmer le truc, il a dit c'est Greenwood qui les tire, donc pour l'instant, moi je pense que c'est lui. Et l'OM, on Ouais. aura beaucoup cette saison, justement, des pénaltys, parce qu'on est quand Ouais. même beaucoup présent à la surface, donc Mm. il y aura du danger. Il y a moyen. En tout cas, on va passer à un autre offensif sur lequel Samy voit place de grands espoirs, mais comme il est en place depuis 3 ans sur lui, sauf que là, il est très optimiste en s'appuyant sur sa lancée en Ligue 1. Amin Harit, meilleur passeur de l'OM ou de Ligue 1? Parce que là, j'ai pas compris. Est-ce que c'est le meilleur passeur de l'OM ou de Ligue 1? Parce que de Ligue 1, Alors, franchement, j'ai eu du mal. Si c'est de l'OM. meilleur passeur de l'OM, mais quand on sait d'où il revient et quand on connaît les reproches qu'on lui fait sur les stats, meilleur passeur de l'OM, c'est le Oui, Graal oui. hein, pour lui. Oui. Mais après, je n'exclus pas qu'il finisse meilleur passeur de Ligue 1, mais sur le prono que je t'ai donné, c'était de l'OM. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, je pense qu'il a pris la pleine mesure et il a pris conscience des reproches qui lui étaient faits. Sur les stats, en fait, et je pense que c'est des reproches qu'on lui fait depuis le début de sa carrière, même avant qu'il arrive à l'OM, que ce soit à Nantes ou à Schalke, ou même en sélection. Donc aujourd'hui, je pense qu'il en a vraiment pris conscience. Et il a aussi pris conscience que sous De Zerbi, il pouvait justement un peu gommer ce défaut-là. Et on le voit déjà sur les 3 matchs, il est déjà à 2 passes décisives, il a déjà marqué un but. Donc il passe sur des standings plus qu'encourageants parce qu'il fait déjà mieux que sur les saisons précédentes. Après voilà, c'est un joueur qui avait l'habitude, notamment sur la saison sous Tudor, d'être souvent à l'avant-dernière passe. Donc ça comptait pas dans les stats, on ne le voyait pas passeur décisif. Mais quand on regarde les matchs qu'il a joué sous Tudor, c'est souvent une ou 2 passes juste avant le but. Là, je le vois plus proche du but parce que justement, il y aura Merlin dans ce rôle un peu hybride, il y aura Luis Enrique autour de lui pour la construction et lui, je le vois un peu juste derrière Wai. Donc pour ça, je le vois aller chercher ce titre de meilleur passeur de l'OM. À 27 ans, ça serait quand même logique et moi j'y crois. Donc on a le meilleur passeur de l'OM, le meilleur buteur et le meilleur joueur de Ligue 1. Tino nous dit clairement que l'OM va tout exploser aussi offensivement, puisque l'OM sera la meilleure attaque avec plus de 80 buts. Je pense que le pronostic qui va surtout nous intéresser, parce que Samir avait également évoqué ce pronostic avant de le retirer parce qu'il en fallait 3, d'une des meilleures attaques de Ligue 1 avec beaucoup de buts, c'est grosse saison de Mopé en sortie de banc. Alors, je me rends compte que c'est très c'est très optimiste comme prono, parce que quand tu regardes en fait les 3 dernières saisons, on fait quand même des campagnes offensives, des campagnes européennes après le printemps, donc on est à 83 buts sous Marcelino, enfin la saison Marcelino, on est à 93 en toute compétition confondue sous Sampaoli et 82 sous Tudor. Enfin non, on n'a pas de printemps européen sous Tudor. Mais du coup, mon pronostic, ce serait 80 buts ou plus dans une saison où tu n'as que la Ligue 1. Là, on est déjà à 10 en 3 matchs. Alors, c'est hyper optimiste, mais il y a un monde où on le fait et on se dit, ouais, putain, c'est quand même fort, parce que sans Europe et juste avec 2 compétitions, c'est quand même fort. Surtout qu'il y a des matchs de Coupe de France où si tu tombes sur des amateurs ou je sais pas, tu peux en mettre 10 comme tu peux te faire éliminer. C'est ça. Comme on a l'habitude avec l'Olympique de Marseille. Donc, festival offensif, saison de Mopé. Une petite explication sur Mopé.
La saison de Mopé, moi, je le vois bien en sortie de banc. Bon, ça relève plus d'un fantasme pour l'instant, vu qu'on l'a pas beaucoup vu. Mais on devine quand même que ça peut être un des soldats de main de Zerbi en sortie de banc. Donc, c'est quelqu'un qui a connu, on l'a déjà dit d'ailleurs, qui a connu la Première Ligue, qui est très expérimenté, qui a marqué contre des équipes, c'est du Manchester City, etc. Donc, dans cette Ligue 1, normalement, il ne devrait pas avoir de mal à être efficace en sortie de banc. Ouais, Mopé, je le vois bien dans des jours où Wai est un peu plus taiseux, je le vois bien sortir et fatiguer les défenses, quoi, et faire chier tout le monde, et si possible, chambrer le plus possible pour les edits TikTok. Voilà. En tout cas, la saison de Neil Maupay sera énormément liée à la saison d'un autre joueur, le numéro 9 titulaire de l'Olympique de Marseille. Et là, c'est un pronostic négatif, le seul pronostic négatif d'Iliane. Iliane voit Wai flop pour sa première saison. C'est un pronostic absolument honteux et abject, sur lequel tu vas devoir t'expliquer et sur lequel je vais t'attaquer directement. Et on va voir si Martin et Samy feront de même. Mais on va avoir ce débat tout au long de la saison, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, je vais pas refaire l'histoire, mais pour moi, la première saison, en tout cas, d'Eli Wai, je ne le vois pas réussir, en tout cas là où les gens l'attendent qu'il réussisse, c'est-à-dire en tant que numéro 9 qui marque au minimum 15 buts. Il n'endossera pas le rôle qu'avait Aubameyang la saison dernière, mais ça, on l'a déjà vu au vu des premiers matchs. Moi, Wai, ce qui m'inquiète, c'est que toutes ces qualités, elles sont très bonnes pour le jeu de Zerbi. Et la plus importante pour un attaquant, pour moi, c'est sa qualité de finisseur. Et ce n'est pas la première que je vois chez Eli Wai. Je lui laisse le temps, je vais lui laisser. Voilà, parce que c'est un premier jugement et c'est ce que j'avais vu de lui à Lens, à Montpellier. Il saura faire des différences, mais on l'a vu contre Reims. On avait besoin de ces 3 points-là. Il a eu les occasions, il fallait les mettre et il ne les a pas mises. Peut-être qu'avec le temps, en grandissant, et pour ça, plutôt la saison prochaine, je le vois claquer ses buts, je le vois mettre ses 20 buts, mais pour justement ambitionner de jouer le titre, d'être sur le podium, nous, on a besoin d'un grand attaquant. Et pour cette saison-là, je ne vois pas Eli Wai. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'aurais préféré Nketiah. Voilà. C'est un peu honteux, je trouve, sur la fin. Mais il y a un truc intéressant, c'est que je pense que Wai veut réussir, veut bien faire. Et je pense que sa saison va être bonne dans le jeu, très bonne. Devant le but, justement, est-ce qu'il ne va pas être un peu au service de Mason Greenwood? Un peu dans le la valeur d'espace. Où il sait que son ailier, en fait, c'est un ailier qui peut finir à 30 buts, un peu comme toute proportion gardée, Benzema et Cristiano Ronaldo. il sait que son ailier, c'est le meilleur joueur de l'équipe et c'est le facteur X de le mettre en valeur. Samy, toi, t'es optimiste pour la saison de Eli Wai? Je suis mitigé de ce que j'ai vu sur les 3 premiers matchs, mais après, pour répondre à ta question, j'ai envie de te dire, l'un n'empêche pas l'autre. Quand tu prends un attaquant à 25 millions d'euros, tu peux t'attendre à ce qu'il soit au service de son coéquipier à côté qui est un monstre et qui lui délivre des passes décisives, et en même temps qu'il mette sa quinzaine de buts. Moi, je dirais que l'un n'empêche pas l'autre et il devrait être capable de le faire. Moi, sur Wai, franchement, je suis mitigé. Si tu me dis que demain il finit en flop de la saison, je ne serais pas étonné. Si tu me dis qu'il met 15-20 buts, je ne serais pas étonné non plus. Sur le match à Reims, moi, ça ne m'inquiète pas quand un joueur rate énormément d'occasions parce que je me dis, il a eu la capacité de se les créer. Et ça veut dire qu'il n'est juste pas dans un bon jour aujourd'hui, mais si le lendemain il revient et qu'il se crée les mêmes occasions, il va forcément en mettre une. Donc moi c'est un peu plus, par exemple, le match les matchs contre Brest et Toulouse. J'ai vu beaucoup de gens se féliciter de son match contre Toulouse. Moi j'ai pas du tout aimé, je l'ai trouvé justement, il s'est pas assez créé d'occasions, je l'ai trouvé un peu absent. Donc je suis vraiment mitigé avec lui, mais je sais aussi que c'est un joueur qui est autosuffisant et ça on en a énormément manqué. Des joueurs autosuffisants. Quand tu mets sa quarantaine de buts qu'il a mis à Montpellier, c'est quand même un argument de poids. L'année dernière, à Lens, dans une équipe qui tournait de moins en moins bien au fil que la saison avançait, il te met quand même 12 buts dans une saison où il n'est pas trop bien. Donc s'il met 12 buts dans ce Lens-là, je me dis qu'il peut quand même en mettre 12 à l'OM et peut-être mettre entre 5 et 10 passes décisives. Le paradoxe, c'est que tu récupères, par contre, comme tu as dit, ouais, Samy, il y a 40 buts à Montpellier. Il y a une stat qui est incroyable, c'est le meilleur buteur français de quel âge déjà, Ariles? En dessous de 21 ans. En dessous de 21 ans. Derrière Mbappé. Benzema. Donc, on récupère pas forcément le mec de Montpellier, on récupère le mec de Lens à qui on a reproché en fait toute la saison, malheureusement, d'avoir ce problème de déclic de la finition, comme disait Iliane. Donc,
Moi, je suis un grand optimiste. Je me dis, est-ce que De Zerbi peut pas justement lui insuffler ce truc qui fera le déclic, etc. Mais c'est vrai que contre Reims, il y a une action, moi, qui m'inquiète, c'est quand il est déporté côté gauche et qu'il arrive face au gardien. Oui, Celle-là, un tueur, il doit la finir. et oui. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et c'est pas justement les autres ratés. Moi, là, je te rejoins vraiment, Martin. C'est celle-là qui est plus inquiétante. Ouais. Comme tu dis, un tueur, il te la met. Et même si, Samy, toi, t'es partisan du tu te crées l'occasion, donc tu es capable d'en avoir, donc tu vas forcément en mettre. Ça nous a quand même coûté 2 points déjà. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'au fil de la saison, ça nous en coûte. Alors, quand on parle de flop, moi, c'est un flop par rapport au prix. C'est-à-dire qu'on aurait récupéré Wai 15 millions. Je n'aurais pas parlé de flop aujourd'hui. Et pour 25 millions, prendre la veste du grand attaquant de l'OM et surtout pour les années à venir, c'est un investissement sur 3 ans. Moi, j'attends beaucoup de sa part et je pense que vis-à-vis de ça, il va flop. Et que Mais après, sur un joueur de 23 ans, tu es quand même dans une logique de progression et tu te dis que les défauts qu'il a aujourd'hui, il les aura peut-être pas demain, peut-être pas dans 6 mois. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dur quand même de se baser sur ce qu'on a vu de lui, ce qu'on a vu de lui à Lens également, pour dire il est comme ça, donc il sera comme ça demain. Sur un joueur de 28-29 ans, je t'aurais dit oui, peut-être, voire même Nketiah, qui est quand même un peu plus âgé et qui en fait, toutes ces saisons se ressemblent au final. Dis bien. Pour Wai, tu es quand même dans une logique où, si tu es optimiste comme Martin, par exemple, tu peux te dire, dans une logique de progression, dans 6 mois, ça sera peut-être pas le même joueur qu'on a aujourd'hui. Donc, moi, c'est ça qui me rassure un peu. J'espère dans 6 mois. Franchement, après, il y a flop et flop. Après, il a signé pour 5 ans. Donc, Le truc qui est frustrant aussi, pardon, Ariles, je termine là-dessus. Le truc qui est frustrant, c'est que s'il est bon dans le jeu mais qu'il met pas ses pions, on va dire que c'est un flop parce que débat populaire sur le grand attaquant, effectivement, on regarde la statistique du but, mais flop, voilà, à mon avis, ça m'étonnerait que ce soit un flop. Parce que dans le jeu, comme a dit Ariles, il va être importantissime. Vous avez donc les pronostics de nos 3 chroniqueurs pour cette saison, leur classement dans ce podcast qui a été très intéressant, cette preview de la saison. On verra donc si ces derniers se réalisent ou non. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette première dans la zone, notre podcast que vous allez donc retrouver toutes les semaines. Vous avez de la chance parce que cette semaine, il y aura donc 2 épisodes puisqu'il y aura en cours de semaine, certainement le mercredi ou le jeudi, l'avant-match et l'analyse également de l'actualité avant OM OGC Nice. On aura pas mal de sujets à évoquer. En tout cas, je vous remercie tous, Eliane, Martin et Samy. Encore une fois, n'hésitez pas à aller suivre nos chroniqueurs sur leur compte personnel, que ce soit sur leurs réseaux sociaux, sur Twitter ou leur chaîne YouTube. Pour Martin ou leur TikTok pour Eliane. Je mettrai également le Twitter de Samy en description. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à notre Spotify, à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'Olympique de Marseille et activer la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. On se dit à la prochaine et allez l'OM.